Bienvenue pour ce premier webinaire organisé par le réseau FRAP, qui est le réseau labellisé par l'INCa de recherche sur le cancer du pancréas, en partenariat avec la Société française du pancréas et l'association de patients Espoir Pancréas. C'est des webinaires qu'on va essayer de réaliser à peu près 2 à 4 fois par an sur des sujets qu'on essaiera de travailler avec les patients qui participent à l'association Espoir Pancréas pour essayer de répondre au mieux aux besoins que vous avez. Moi, je me présente, je suis Jérôme Cross, donc je suis pathologiste à l'hôpital Beaujon et je coordonne le réseau. Et puis, je voulais chaudement remercier, je vais faire passer médias, les intervenants qui ont accepté donc de participer à ce webinaire. Donc, le professeur Philippe Grandval, qui est chercheur endoscopiste à la PHM à Marseille et qui coordonne la commission éducation de la SFP. Le professeur Vinciane Rebourg, qui dirige le service de pancréatologie à l'hôpital Beaujon à Clichy. Le docteur Mathias Brugel, qui est oncologiste et épidémiologiste au centre hospitalier de la Côte-Basse à Bayonne. Et puis le docteur Cécile Lemaître, qui est chercheuse à l'INSERM, au Centre de recherche sur l'inflammation à Paris. Et le docteur Corinne Bousquet, qui est également chercheuse au CRCT à Toulouse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire une toute très très brève introduction sur l'anatomie et le rôle du pancréas. Et puis après, deux grands blocs qui vont s'intéresser aux causes et aux facteurs de risque du cancer du pancréas. Et donc, vous aurez deux très courtes présentations. Le but, c'est qu'effectivement, on a essayé de rendre ça très accessible et qu'ensuite, vous puissiez poser vos questions dans le chat. Et puis après, à l'issue des deux petites présentations de professeur Vinciane Rebourg et docteur Mathias Pogel, on répondra aux questions qui sont liées à ces topics. Et puis ensuite, on passera au petit topo sur le développement biologique, comment le cancer du pancréas se développe. Et puis, on fera une deuxième série de questions qui est en lien avec ces deux sujets. Donc, on va pouvoir démarrer. Donc, mettez bien vos questions dans le chat et puis on fera euh, deux sessions de questions-réponses avec les intervenants à à la fin. Alors, je vous présente ensuite ça. Ok. Hop. Et puis, je vous partage ça. Alors, le professeur Philippe Grandval est un tout petit peu en retard, donc pour ne pas perdre de temps, je vais essayer de le remplacer pour vous partager, pour vous présenter le pancréas. Hop. Est-ce que vous voyez bien les diapos? Oui, c'est bon, c'est parti. C'est parfait. Donc, vous savez que le pancréas, c'est un organe qui est profond. Il est un peu enchâssé entre l'estomac, donc dans la partie abdominale, hein, un peu derrière l'estomac, entouré par le duodénum. Et c'est parce que cet organe est profond qu'il est déjà difficile à, à bien imager, à se rendre compte effectivement s'il y a des lésions, elles se manifestent un peu tardivement et c'est vraiment un des problèmes des lésions qui vont se développer dans cet organe. Alors on le sépare en différentes régions anatomiques. Vous voyez, ça fait une sorte un peu de saucisse hein, pour être peu, trivial, avec la partie qui est la plus proche du tube digestif qu'on appelle le crochet, l'isthme au milieu qui est très proche des vaisseaux, et puis le corps et la queue qui s'étendent vers la gauche. Alors, la particularité hein, de cet organe et qui fait que quand une tumeur se développe dans cet organe, elle est parfois très difficile à pouvoir enlever par chirurgie lorsqu'elle n'est pas déjà métastatique, à la différence par exemple de tumeurs qui sont
parfois dans le sein ou dans le côlon où la chirurgie est plus facile, c'est que l'organe est très profond et puis vous voyez qu'en bleu et en rouge, vous avez des vaisseaux, des veines et des artères qui sont de gros calibres et qui sont très difficiles à enlever. Et donc, quand on doit faire des chirurgies, c'est des chirurgies lourdes. Il a deux grandes fonctions. Le but, une de ses grandes fonctions, c'est d'assurer effectivement toute la production des petites enzymes qui vont digérer le bol alimentaire. Et puis, il va aussi être un des acteurs clés de la régulation de la glycémie. Et donc, c'est vraiment des organes qui conditionnent avec le tube digestif l'absorption des aliments et le maintien de la glycémie. Voilà. Et donc, le deux de ces grandes fonctions, c'est d'une part sa fonction endocrine, donc parce que vous connaissez peut-être l'insuline et le glucagon, c'est les deux hormones qui régulent le sucre dans le sang. Et donc, c'est le pancréas qui les produit. Ici, c'est les petits îlots de Langerhans, vous voyez que ça fait des petites boules au sein de votre pancréas qui produisent l'insuline et le glucagon. Et puis la grande majorité du reste du tissu du pancréas, en fait, produit les enzymes qui sont ensuite acheminées jusque dans le tube digestif. Et ces enzymes, elles vont permettre de digérer le bol alimentaire. Alors, vous en avez plusieurs, la lipase, l'amylase, la trypsine, chymotrypsine et autres. Et tout ça, ça va permettre de digérer tous les aliments, les protéines, les graisses, et favoriser leur absorption ensuite par le tube digestif. Et donc, ce qu'on parlera aujourd'hui, c'est effectivement de comment, principalement dans ce compartiment exocrine, des lésions précancéreuses et ensuite cancéreuses peuvent se développer. Donc, je vais laisser la main au professeur Vinciane Rebourg qui va vous faire donc, le premier petit séminaire. Vinciane, est-ce que tu arrives à partager? Parfait. Je vais rétablir le son. Euh, Attention, c'est en mode présentation voilà, pour le présentateur. Est-ce que là, c'est bon pour vous? Je crois qu'il faut aller dans paramètres d'affichage tout en haut et cliquer sur mettre en plein écran. Le mettre en plein écran comme vous venez de le faire, mais de cliquer sur paramètres d'affichage. Euh, ta, ta, ta. Tout en haut, ouais. Et normalement, il devrait y avoir basculer en mode. Voilà, c'est ça. OK. Parfait. Là, on voit très bien. Bon, alors bonjour à tous. Excusez-moi pour ce petit problème technique. Donc, Vinciane Rebourg, moi, je travaille à l'hôpital Beaujon à Clichy, en région parisienne. Et donc, on va commencer par une petite séquence sur les causes et facteurs de risque du cancer du pancréas, et spécifiquement pour moi, les facteurs génétiques et nutritionnels. Alors, j'ai commencé par cette diapositive où vous voyez effectivement, euh, c'est la répartition un petit peu du nombre de patients qui sont atteints de cancer du pancréas dans le monde. Ça, c'est une vue 2018. Et vous pouvez observer que les taux de cancer du pancréas les plus importants en population se situe dans les pays qui ont un fort index de développement, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis, en Australie. Donc, il y a beaucoup d'explications que nous pouvons en discuter, mais ça va avoir un petit impact par rapport à ce que je vais développer juste après. Donc, on constate en tout cas que le risque, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouvelles personnes atteintes par an, eh bien, si on prend l'Europe, par exemple, l'Europe de l'Ouest, eh bien, ça fait 8 pour 100 000 habitants tous les ans qui malheureusement développent un cancer du pancréas. Alors là, je vous ai répertorié un petit peu les facteurs de risque qui sont bien connus, établis, alors qui n'expliquent pas forcément toute cette flambée du nombre, malheureusement, de cancers du pancréas dans le monde. Et donc, vous voyez, il y a le tabac, il y a l'inflammation chronique dans le pancréas, c'est-à-dire quand on fait de la pancréatite chronique. Il y a également l'âge, parce que plus on avance en âge,
plus on est à risque de développer un cancer du pancréas. Et puis, vous voyez, il y a deux choses que je vais développer, une problématique génétique ou une histoire familiale, et puis également l'obésité et le diabète. Alors, on va commencer par les facteurs génétiques. Est-ce qu'il y a des formes génétiques de cancer du pancréas? Eh bien, la réponse est oui. Si on prend 100 personnes qui ont un cancer du pancréas, parmi ces 100 personnes, il y en a environ 10 patients qui ont un critère familial ou génétique sous-jacent. Alors, sur ces 10 personnes, quand on décortique un petit peu plus loin, on voit qu'on va trouver une anomalie génétique, c'est-à-dire une anomalie dans notre code, dans notre ADN, l'ADN qui fait qu'on est qui on est, qui est notre code avec lequel on est né. On va trouver une anomalie qui favorise la formation du cancer du pancréas chez 2% de ces patients. Et puis, dans 8%, on ne va pas trouver l'anomalie, mais on va quand même dire que c'est génétique parce qu'il y a une accumulation de cancer du pancréas dans une même famille. Donc, on se dit qu'il y a un problème familial et génétique sous-jacent qui explique cette accumulation, malheureusement, de cancer dans la famille. Alors ici, vous voyez, je vous ai mis un tableau, vous dire c'est un petit peu indigeste, mais c'était pour vous montrer. Alors on va commencer par le bas. Il y a des familles où il y a une accumulation de cancer chez les apparentés, c'est-à-dire chez les parents ou chez les enfants ou chez un oncle, chez une tante. Et donc, quand on accumule un nombre comme ça important de cancer du pancréas, au premier ou au deuxième degré, on peut parler de cancers pancréatiques familiaux. Et plus il y a de personnes atteintes dans la famille, plus le risque d'être soi-même atteint, de développer un cancer du pancréas augmente. Et donc, vous voyez, il y a des risques qui vont de 4 à 9, c'est-à-dire qu'on a 4% en plus de risque ou 9% en plus de risque par rapport à la population générale de développer un cancer du pancréas. Et puis, pour certains patients, on arrive à trouver l'anomalie génétique. L'anomalie génétique, alors, ça peut toucher beaucoup de gènes très différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y a certains gènes certains gènes peuvent être associés à d'autres cancers. Et donc, ça s'appelle des syndromes. Des syndromes, alors vous en avez peut-être déjà entendu parler, notamment un BRCA1, BRCA2, qui sont des gènes impliqués dans le cancer du sein ou le cancer des ovaires. Eh bien, il faut savoir que certaines mutations de BRCA2, BRCA1 peuvent être associées également au risque de cancer du pancréas quand on est porteur de ces anomalies. Donc là, je vous ai listé ici plein de syndromes différents génétiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fonction du syndrome et de l'anomalie génétique dans notre code, eh bien, on peut avoir un risque de cancer du pancréas, de développer un risque de cancer du pancréas qui peut être parfois très élevé, qui peut être 50 fois plus que, si vous voulez, la population générale. Donc, il existe bien des formes génétiques de cancer du pancréas. Donc, pour les dépister, eh bien, nous, quand on est médecin, on va interroger les patients pour savoir les antécédents dans la famille. C'est très, très important, bien sûr. C'est ce qui va nous donner la puce à l'oreille pour aller spécifiquement faire des analyses génétiques chez les patients par une consultation d'oncogénétique. Alors maintenant, on va passer aux autres facteurs. Il fallait que je vous parle des facteurs nutritionnels et cancer du pancréas. Alors j'ai entouré ici obésité et diabète parce que vous allez voir que ces deux facteurs sont bien sûr en lien et impactés par la nutrition et puis les deux sont liés. Pourquoi les deux sont liés? Parce qu'on a vu que, et je vais vous montrer, que l'obésité est un facteur de risque de cancer du pancréas et que être diabétique, c'est aussi un facteur de risque de cancer du pancréas. Et puis, vous savez très vraisemblablement que être obèse, ça peut favoriser également le diabète. Donc, vous voyez, il y a un circuit comme ça à 3 branches. Alors, l'obésité. Alors déjà, comment on définit l'obésité? L'obésité, ça se définit par l'index de masse corporelle. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un calcul où on prend le poids et on divise par la taille au carré, c'est-à-dire la taille fois la taille.
Et donc, on parle de surpoids si cet index de masse corporelle, cet IMC, il est entre 25 et 30, et on est obèse si l'IMC est au-delà de 30. En dessous de 25, bien sûr, on dit que le poids est dans la norme. Alors, quand on regarde des grandes études sur des grandes cohortes avec beaucoup de patients, eh bien, on se rend compte que si on est obèse et qu'on est un homme avec un IMC à 35, donc on est déjà obèse au-delà de la norme, on a 2,6 de plus de risque de développer un cancer du pancréas que dans la population générale. Et chez les femmes, si on prend un IMC à plus de 40, c'est-à-dire qu'on est vraiment bien au-delà de l'obésité, eh bien, on peut monter ce risque à 2,7 fois plus de développer un cancer du pancréas. Donc ça, c'est très bien établi. Chez les hommes et chez les femmes, l'obésité est un facteur de risque. Alors le problème, et vous le savez, c'est que je reviens à ma première carte, je vous ai montré que le cancer du pancréas était très important dans les pays développés. Alors il y a plein de raisons, hein. On peut dire que le système de santé dépiste mieux, qu'on vit plus âgé, bien sûr, mais on est de plus en plus en surpoids et de plus en plus obèse également. En 2019, par exemple, en France, il y avait presque la moitié de la population qui était en surpoids et obèse. Et aux États-Unis, c'est 73% en 2019. Et quand on regarde les perspectives, ça, c'est l'état du monde par rapport à l'obésité. Eh bien, vous voyez que ben, l'obésité, hein, elle est majorée, elle est très importante quand on regarde le nombre de patients obèses dans la population générale, et bien sûr, plus importante dans les pays développés. Alors, quand on regarde les projections, en 2030, c'est demain, ben, en 2030, par exemple, aux États-Unis, ils estiment qu'il y aura presque la moitié de la population qui sera obèse et 11% qui sera, on dit, super obèse, c'est-à-dire un BMI au-delà de 40. Donc, vous voyez que c'est également une épidémie, l'obésité, qui peut peut-être expliquer ce qui se passe dans le cancer du pancréas. Alors, je vous ai parlé également du diabète. Alors, le diabète, c'est également un facteur de risque de cancer du pancréas. Alors là, j'ai mis diabète de type 2. C'est le diabète qu'on voit plutôt chez les personnes obèses, parce qu'on appelle ça le syndrome métabolique. Ben, si vous avez un diabète, on peut voir que le risque, alors il est peut-être un peu moins important que ce que je vous ai montré pour l'obésité, mais quand même, là, il est de 1,7 fois plus que la population de développer un cancer du pancréas. Alors, bah, le problème, c'est comme l'obésité. On voit que le nombre de personnes qui devient diabétique tous les ans, en France, mais également dans les pays développés, ne cesse de grimper, de galoper. Là, vous voyez, ça, c'était déjà un vieux papier. Je l'ai mis exprès parce qu'il faisait des projections entre 2000 et 2030. Et il montrait qu'aux États-Unis, le nombre de diabétiques en 2030 allait passer à un tiers de la population. Pareil en Europe. Et vous voyez, en tout cas en France, que le nombre de diabétiques, tous les ans, de nouveaux patients diabétiques ne cesse d'augmenter depuis les 20 dernières années. Alors, quand on regarde les projections, en 2045, il est dit que dans le monde, le nombre de personnes diabétiques va augmenter de 50%. Donc, vous voyez, ça peut éventuellement, pour partie peut-être, expliquer. Alors, bien sûr, l'obésité et donc le diabète, tout ça est en lien avec des facteurs nutritionnels et nos habitudes alimentaires qui ont extrêmement changé hein, depuis les 30 dernières années, qui expliquent cette flambée de, potentiellement en tout cas, pour partie du nombre de cancers du pancréas. Voilà, alors j'ai essayé de faire court, c'était 10 minutes, 11 minutes, j'ai tenu. Mais bien sûr, pour répondre à vos questions, je vais laisser la parole au docteur Brugel qui va continuer sur la même thématique et les facteurs de risque. Merci, Vinciane, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez correctement mon écran? Oui. Superbe. Donc, je suis le docteur Mathias Brugel, je suis gastro-entérologue à l'hôpital de Bayonne, je suis aussi épidémiologiste, je travaille aussi à l'université de Lille, et donc je vais vous parler, moi, des facteurs de risque environnementaux des cancers du pancréas.
La première, hop, des choses, c'est de vous expliquer peut-être, si vous ne le savez pas, ce que c'est qu'un facteur de risque environnemental. Alors, un facteur de risque, c'est un facteur qui augmente la probabilité de développer une maladie. Là, on va parler spécifiquement de facteurs de risque environnemental. Ça signifie que, alors, au-delà d'augmenter le risque de maladie, ça va être quelque chose d'extérieur à l'individu, pas comme l'âge ou la génétique. Et c'est quelque chose qui est un peu plus insidieux parce que c'est quelque chose qui va être en dehors du contrôle de l'individu qui peut être affecté par ce facteur-là. Je vous donne un exemple, la pollution atmosphérique. On ne peut pas contrôler la pollution atmosphérique autour de soi. Et donc, on sait que ça, par contre, ça peut augmenter le risque de certains cancers. Il y a une autre notion dont vous pouvez entendre parler qui s'appelle l'exposome. L'exposome, c'est un concept qui englobe justement toutes ces expositions à des facteurs de risque environnementaux et tout au long de la vie et qui prend un peu le contre-pied de tout ce qui est génétique. Ce qui est génétique est inscrit dans notre code génétique, ça définit ce qu'on est, et l'exposome, c'est ce qui est extérieur, mais qui peut modifier parfois notre génétique, on en reparlera. Alors pourquoi s'intéresser aux facteurs de risque environnementaux? Alors on en a déjà pas mal parlé, le nombre de cas a beaucoup augmenté entre 1990 et 2023. On estime que pour les hommes, il a été multiplié par 4 et multiplié par 4,7 chez la femme. Donc forcément, ça nous interroge, on a envie de savoir pourquoi. Et une des pistes qu'on peut évoquer, c'est les facteurs de risque environnementaux. Quand on s'intéresse à pourquoi ça a augmenté, bah, parmi les choses qui peuvent faire qu'un cancer augmente dans la population quand il est lié à l'âge, c'est de se dire bah, on vit plus vieux. Et comme on vit plus vieux, eh ben, on fait plus de cancers. Alors quand on analyse les données de Santé publique France qui sont publiées, qui sont ouvertes, on remarque que ce facteur 4 chez les hommes, il est expliqué seulement à 28% par le vieillissement de la population et 36% chez les femmes. Donc à peu près un tiers de cette augmentation est due au vieillissement de la population, à l'accroissement démographique, au fait qu'il y ait plus de monde en France par exemple. Donc ça nous laisse deux tiers quand même qui n'est pas dû à la démographie, pas dû aux caractéristiques types de la population. Et puis la dernière chose qui fait qu'on s'intéresse à ces facteurs de risque, c'est qu'ils ont des évolutions qui sont parfois dissociées avec l'incidence, le nombre de nouveaux cas de cancer du pancréas. Donc par exemple, si on s'intéresse aux cancers qui sont liés à la consommation de tabac, ben, dans certains groupes de la population, on a plutôt l'impression qu'ils sont en diminution, mais que le nombre de cancers du pancréas augmente. Alors attention, le tabac est un grand pourvoyeur de cancer du pancréas, et on peut avoir des mesures de santé publique qui sont efficaces contre le fait de fumer, et c'est quelque chose de majeur, mais notre propos aujourd'hui, c'est de s'intéresser à tout ce qui est à côté. Alors vous allez voir, c'est compliqué de générer des preuves pour dire qu'un facteur de risque environnemental cause un cancer, par exemple, comme le cancer du pancréas. Pour ça, il ne faut pas se reposer sur une seule étude, mais plutôt générer un faisceau d'arguments qui va se concentrer sur plusieurs études qui vont étudier, par exemple, le mécanisme, qui vont étudier la quantité de risque que ça va rajouter. Le fait, par exemple, pour l'obésité, de faire de l'exercice physique pour diminuer l'obésité. Est-ce que ça fait diminuer le risque de cancer? Et tous ces arguments accumulés font qu'un jour, on peut déterminer que, en effet, il y a un lien causal entre un facteur de risque et une maladie. Alors, vous parlez des facteurs de risque environnementaux, euh, soit connus, soit suspectés, soit supposés, soit toujours en étude des cancers du pancréas. C'est une liste gigantesque. J'en ai listé quelques-uns là, les produits phytosanitaires qu'on appelle les pesticides, les PFAS qui sont ce qu'on appelle les polluants éternels, les métaux lourds, on va parler du cadmium, l'acrylamide, c'est le cramé sur vos tartines le matin au petit déjeuner, la pollution atmosphérique, les microplastiques, les nanoplastiques, etc., etc., etc. Donc il y a une liste très importante. Moi, j'ai essayé de me concentrer sur trois d'entre eux et essayer de vous montrer justement quelle est la difficulté de montrer que c'est lié ou pas lié. Alors le premier d'entre eux que j'ai choisi, c'est les PFAS. C'est une grande famille de molécules, il y en a environ 10 000, et c'est très largement utilisé dans notre quotidien. Les textiles imperméables, les emballages alimentaires, dans les extincteurs pour incendie, les gaz réfrigérants, les revêtements anti-adhésifs. Il y a une page internet de l'ANSES qui essaye de faire comprendre un petit peu aux consommateurs ce que c'est que les PFAS.
Ils ont un atout industriel, c'est qu'ils sont très résistants. Et ça, c'est super quand on veut les utiliser dans notre vie quotidienne, mais malheureusement, ça les rend aussi très persistants dans l'environnement et ils contaminent aujourd'hui tout l'environnement. Il y a une publication récente de 2024 qui justement montre qu'on en retrouve chez les animaux qui vivent dans l'Arctique. Alors que les animaux qui vivent dans l'Arctique n'ont pas de cosmétiques, n'utilisent pas de mousse anti-incendie, de pesticides, etc. Il y a certains risques qui sont connus sur la santé et très récemment, le Centre international de recherche contre le cancer, qui est basé à Lyon, qui est géré par l'OMS, a montré que certains de ces PFAS étaient liés à l'augmentation de certains cancers, comme par exemple les cancers du rein ou les cancers des testicules. Donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que ça augmente le risque de cancer du pancréas? Bon, quand on regarde dans la littérature, on a l'impression que j'ai pris l'exemple ici d'une des molécules qui est considérée aujourd'hui comme dangereuse. Il semblerait qu'elle n'augmente pas le risque de cancer du pancréas. Alors, elle n'augmenterait pas, mais je vous rappelle que c'est une famille de 10 000 molécules et que ça, ce sont les données pour une des molécules sur les 10 000. Donc, résultat, il y a une grande partie du travail à faire. Et parmi ces parts du travail, on essaye de proposer de nouveaux projets de recherche. Il y a un projet qui s'appelle PEPS, qui est en cours de financement et qui va viser notamment à déterminer est-ce qu'il y a d'autres PFAS qui sont en cause dans les cancers du pancréas ou en tout cas qu'il y a un lien avec les cancers du pancréas. On a beaucoup, beaucoup parlé de cadmium dans la presse récemment. Alors c'est pareil, c'est une contamination environnementale existante. Il faut pas oublier aussi qu'il y a du cadmium naturellement dans nos sols. C'est dans les couches géologiques qui forment notre sol, il y a du cadmium. Vous voyez par exemple dans le Jura, il y a beaucoup de cadmium, c'est géologique. Et vous voyez peut-être un peu moins bien, mais ici, il y a un petit peu plus de cadmium dans les sols. Mais ça, c'est par contre le témoin de la pollution de la sidérurgie dans le nord de la France, par exemple. Alors, si on s'intéresse de nouveau aux données de l'OMS, ça augmente le risque de cancer. C'est bien avéré pour certains cancers. Alors, la question, c'est est-ce que c'est le cas pour le cancer du pancréas? Si on s'intéresse à l'exposition dans la population générale, vous avez dû entendre peut-être parler de l'étude Esteban, qui est menée par Santé publique France, et qui montre que on retrouve beaucoup de cadmium, en tout cas plus que ce qu'on pensait, dans le sang et les urines, notamment des enfants, des plus jeunes. Et donc ça pose la question, donc est-ce que le cadmium augmente le risque de cancer du pancréas? Alors, c'est une diapositive qui est bien chargée. Sur votre droite, vous avez des résultats de ce qu'on appelle une méta-analyse. C'est la compilation de plusieurs études entre elles pour essayer de faire une super étude qui essaye de déterminer un lien entre cancer du pancréas ou exposition au cadmium. Donc, il y a une association qui est statistique, qui existe. Attention, je vous préviens et je vous avais dit, une association statistique, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a forcément un lien causal, que retrouver du cadmium, ça fait qu'il y a plus de cancer du pancréas. Pourquoi je modère un petit peu? Parce qu'il y a une grande hétérogénéité entre les études. Il y a certaines études qui sont très rigoureuses, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. On a très peu de données qui vont courir dans le temps, où on va mesurer le cadmium et ensuite on va regarder s'il y a de plus en plus de cancer du pancréas. C'est plutôt prendre un groupe de patients qui ont un cancer du pancréas et regarder s'ils ont beaucoup de cadmium dans leurs urines, par exemple. Et donc la maladie peut potentiellement modifier notre métabolisme du cadmium. Et donc on ne peut pas formellement conclure. Et puis, il n'y a pas de données spécifiques chez les jeunes. Je vous ai dit que c'était plus les jeunes qui étaient peut-être exposés au cadmium, mais on a très peu de données chez les jeunes. Le lien, donc, on peut dire, au contraire d'Epiphases, où on avait beaucoup de travail, qu'il est possible avec le cancer du pancréas, mais que on a encore besoin d'autres données pour dire que vraiment le cadmium cause le cancer du pancréas. Il y en a un dernier dont je voulais vous parler, c'est les pesticides et le cancer du pancréas. Donc au fil des années, on a essayé de générer des études qui sont plus ou moins robustes et qui montrent un lien, parfois pas. Vous voyez que ça peut augmenter dans la première case le lien avec le cancer du pancréas. Dans la deuxième, je vous dis plutôt que ça diminue le risque. Et puis dans la troisième, un peu des deux. Cette dernière case, c'est celle de droite, celle qui, les grandes cohortes cas contrôle, c'est un atout épidémiologique essentiel et c'est ce qui détermine le lien le plus robuste. Mais c'est toujours pareil, il faut un faisceau d'arguments pour dire que les pesticides causent le cancer du pancréas. Et donc nous, à notre niveau, on a essayé de mener une étude. Cette étude-là, elle s'appelle PestiPac. Elle a visé à inclure des patients qui étaient atteints de cancer du pancréas, des patients qui ne l'étaient pas. On a créé deux groupes bien comparables. On a essayé de faire en sorte qu'ils soient différents que sur leurs caractéristiques, avoir un cancer du pancréas ou non. Et on a dépisté des molécules
type pesticides. Et qu'est-ce qu'on a conclu? Que tout le monde est contaminé par les pesticides, qu'on soit atteint de cancer du pancréas ou pas atteint, à des molécules qui sont parfois très anciennes, donc ça veut dire qu'il y a une vraie persistance de ces molécules dans l'environnement, et qu'elles sont aujourd'hui interdites et considérées comme dangereuses. Donc ça veut dire qu'il y en a certains qui développent la maladie et d'autres non. Et résultat, je rebondis sur ce que disait Vinciane, avec les gènes, il y a des choses qui sont bien inscrites dans notre code génétique, mais il y a d'autres choses qui vont s'exprimer plus ou moins fort en fonction de notre environnement. Et ça pose des vraies questions auxquelles on n'a pas encore la réponse. C'est ma dernière diapositive. Seulement un problème de facteur de risque, en effet, est-ce que c'est vraiment être exposé, pas exposé? On a vu avec la dernière étude que ben, ça suffisait pas. Certes, ceux qui sont exposés plus fort développent plus de cancer du pancréas, mais ça suffit pas. Qui est exposé, à quelle dose, mais à quel moment de la vie. On a parlé du cadmium à des temps précoces de la vie, pendant combien de temps, et puis avec quel autre facteur de risque. Par exemple, les pesticides qui s'accumulent dans la graisse, est-ce qu'ils augmentent plus le risque quand on est obèse? Et donc, il y a peut-être des cocktails différents de facteurs de risque qui vont moduler le risque des patients, de la population générale à développer un cancer du pancréas. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, on peut peut-être répondre à quelques questions s'il y en a eu dans le chat. Je vais Ah arrêter oui. le partage. Alors, merci beaucoup. On va prendre un peu les questions dans l'ordre. Alors, les premières étaient pour le professeur Vinciane Rebourg. Euh, Est-ce que si on combine enfin, le diabète est un facteur de risque, l'obésité est un facteur de risque, bon, ils sont liés, mais est-ce que si on combine les deux ou si on combine plein de facteurs de risque, est-ce qu'on les additionne? Comment ça marche? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, il est possible qu'il y ait une interaction entre ces facteurs de risque. Et donc, si on multiplie les facteurs de risque, il est vraisemblable que le risque augmente. Alors, il n'existe pas de belle étude où il suffirait, entre guillemets, de dire je fume, je suis diabétique depuis X années, j'ai mon poids est de temps, quel est mon risque? Vous voyez, ça, ce serait quelque chose de très bien, de formidable. Actuellement, on n'a pas ce genre de modèle. Mais on sait par contre que si vous multipliez comme leur mode d'action entre l'obésité, le diabète ou même le tabac, le mode d'action qui va faire qu'on est à risque de cancer du pancréas est différent. Donc, vous multipliez les modes d'action qui favorisent le cancer du pancréas. Et alors, une autre question qui était en lien, c'était entre diabète, est-ce que c'est le cancer qui est la cause du diabète? Est-ce que c'est le diabète qui est la cause du cancer? Et comment on lie les deux? Alors, ça, c'est effectivement, alors j'ai un petit peu simplifié parce que il existe aussi un diabète qui apparaît quand on développe ou quand on va développer un cancer du pancréas. Parce que le cancer du pancréas va fabriquer une molécule qui n'est pas encore très bien identifiée, c'est pour ça que je ne vous dis pas le nom, mais qui va favoriser le diabète. Et on s'aperçoit qu'au diagnostic des patients, quand ils arrivent, on fait le diagnostic de cancer, dans presque un cas sur deux, il y a déjà un diabète ou un prédiabète. Alors, c'était des patients qui n'étaient pas tous diabétiques avant, mais qui le sont devenus dans les 3 ans avant le diagnostic. Donc là, dans ce cas-là, le diabète n'est pas la cause, mais la conséquence du cancer du pancréas. Donc, il y a deux types de diabète. Il y a celui qui va être le facteur de risque, celui qu'on a depuis très longtemps, pendant plusieurs années, le diabète de type 2 ou de diabète de type 1, par exemple. Et puis, il y a le diabète qui apparaît très précocement, quoi, très proche du diagnostic du cancer du pancréas. Et ce diabète-là, bah, c'est un diabète qu'on va dire paranéoplasique, c'est-à-dire qu'il est la cause, c'est le cancer. Et alors, est-ce qu'il faudrait faire des tests génétiques à tout le monde, à grande échelle? Alors ça, c'est une excellente question. Donc je vous ai dit qu'à ce jour, on estime qu'il y ait 10, peut-être plus en fait, maintenant qu'on en fait beaucoup plus. 15% des cancers qui sont en lien avec une anomalie génétique qui est potentiellement inscrite dans notre code. C'est-à-dire qu'on est avec, c'est pas quelque chose qui va survenir au cours de la vie.
Il y a dans l'idéal, hein, je vais dire ça, dans un idéal, ce serait de tester tous les patients. Actuellement, on teste ceux qui ont des antécédents familiaux spécifiques ou qui ont des critères qui sortent vraiment de l'ordinaire. C'est-à-dire, on va tester, nous, les patients qui sont jeunes. Je vous ai dit que le cancer du pancréas, c'est un cancer plutôt de la personne de 70 ans, 65, 70 ans. Donc, quand on a des patients qui viennent dans le service qui ont 45, 50 ans, on va faire les tests en se disant c'est peut-être qu'ils ont une prédisposition génétique inscrite dans leur code. Donc à ce jour, on le fait pas pour tous, mais on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup élargi quand même le nombre de patients que nous testons. Et j'espère que dans un idéal proche, on pourra le faire à tous. Et alors, est-ce que l'alcool est aussi un facteur de risque? Ah bah, je peux laisser Mathias si tu veux répondre. Mathias, Oui, bien sûr. Alors, l'alcool pendant longtemps a été considéré comme peut-être pas un facteur de risque. En tout cas, il y avait des études un peu contradictoires. Avec les nouvelles données qu'on a, on peut maintenant affirmer que de manière plus robuste que l'alcool est lié au cancer du pancréas. Il y a des données qui sont sorties dans la littérature qui synthétisent les données précédentes et qui montrent que si on consomme plus d'alcool, on augmente son risque de développer un cancer du pancréas. Et c'est pas non plus très étonnant puisque on sait que l'alcool est un cancérogène avéré. On sait qu'à partir du premier verre d'alcool, comme à partir de la première cigarette, on augmente le risque de plein de maladies. Et donc, il est tout à fait probable, alors aujourd'hui, je pense même qu'on peut affirmer que l'alcool augmente le risque de cancer du pancréas. Il y a quand même peut-être une autre petite subtilité, c'est que l'alcool augmente les maladies du pancréas de manière plus générale, et notamment ce qu'on appelle les pancréatites chroniques, dont Vinciane a parlé au tout début. La pancréatite chronique est elle-même un facteur de risque de développer un cancer du pancréas. Donc, il y a une chaîne directe de l'alcool jusqu'au cancer du pancréas probablement. Et il y a une chaîne indirecte de l'alcool au cancer du pancréas par la pancréatite chronique. Donc oui, l'alcool est un facteur de risque de cancer du pancréas. Et alors, est-ce que les pesticides qu'on peut trouver dans les raisins est-ce qu'ils arrivent jusque dans la bouteille de vin ou d'alcool autre? Est-ce que ça participe aussi? Alors, les pesticides arrivent jusque dans la bouteille de vin et malheureusement, ils s'arrêtent pas à la bouteille de vin. Ils vont dans le verre et ils vont jusque dans votre tube digestif. Le tout, c'est de déterminer, c'est toujours pareil, la dangerosité, parce que les pesticides, c'est une classe très très large. Il y a des centaines et des centaines de molécules. Et comme l'épiphyse dont j'ai parlé plus tôt, ben, il faut déterminer individuellement le risque de chacun de ces composés-là. On a des données qui sont parfois très très parcellaires. Et puis la deuxième chose, c'est la dose. Forcément, la dose qui est résiduelle, si elle est extrêmement extrêmement faible, elle est forcément moins dangereuse que s'il y en a plus. Donc oui, ils arrivent bien jusqu'à vous. Est-ce qu'ils augmentent votre risque de développer un cancer du pancréas? Ça, c'est aujourd'hui toujours incertain. Et alors, les microparticules ou les microplastiques, Ouais. est-ce qu'ils arrivent dans le pancréas? Est-ce que... Alors pour ce qui est les particules fines sont celles qui viennent de la pollution atmosphérique. Donc les études là, pour l'instant, n'établissent pas un lien direct entre la pollution atmosphérique et l'augmentation du risque de cancer du pancréas. On sait quand même qu'en respirant ces particules fines, elles arrivent jusque dans notre sang et au-delà de passer dans nos poumons, hein, simplement, elles sont aussi redistribuées dans tous les organes. On peut établir le lien avec d'autres maladies qui sont pas simplement respiratoires, mais c'est pas le cas du cancer du pancréas. Et pour les microplastiques, dont on parle beaucoup, alors on est encore un peu au balbutiement de la dangerosité des microplastiques. On est en train de montrer probablement que c'est dangereux. On arrive à montrer que ça s'accumule dans les organes, notamment le foie, par exemple. On en retrouve dans le... Alors, il y a très peu de données pour le pancréas, mais il y a une seule étude qui montre que sur un nombre très limité de cas qu'il y a du microplastique dans le parenchyme, dans l'organe pancréas. Mais par contre, il n'y a pas de lien qui a été établi entre les microplastiques et le cancer du pancréas. Probablement parce qu'on n'en a pas encore assez aujourd'hui. Et donc, tu as une question pour tous les deux. De quoi vous auriez besoin en termes
de cohortes, de types d'études, de suivi pour pouvoir essayer de répondre à ces questions? Et sur combien de temps ça prendrait? On aurait besoin d'un grand nombre de personnes, de la population générale, donc des gens sains, hein, qui ne sont pas malades, qui ne sont pas atteints par la maladie, qu'on suivrait sur un très long nombre d'années, puisque aujourd'hui, on a du mal à comprendre le cancer du pancréas par ses causes chez les personnes plus âgées et aussi chez les personnes les plus jeunes. Donc, il faudrait les suivre assez précocement dans la vie pour déterminer leurs facteurs de risque dès théoriquement le ventre de leur mère. Et donc, résultat, un suivi très très long. C'est difficilement réalisable, ça coûterait très cher, ça serait très long, ça serait des études qui dureraient plusieurs dizaines d'années. On a quelques outils aujourd'hui, quelques cohortes qui existent déjà qui nous permettent d'approcher ce genre de modèle-là, mais c'est très compliqué. Peut-être que Vinciane veut rajouter quelque chose. Oui, comme dit Mathias, effectivement, il faut un suivi très très long parce que pour développer un cancer, il faut être exposé pendant très longtemps à un facteur de risque pour qu'il soit toxique et que les phénomènes. On dit en général que même entre la première anomalie moléculaire et le fait de développer après un cancer, il peut se passer presque 10 ans. Donc vous voyez, il faut être exposé très longtemps aux facteurs de risque pour après développer le cancer. Donc suivre des cohortes de façon prospective, c'est-à-dire au quotidien, quoi, au quotidien, en tout cas au jour le jour, pendant plusieurs décennies, et puis avoir une cohorte de patients représentative de la population générale. Vous voyez, on ne peut pas se dire, par exemple, bah, on va prendre que les patients d'une telle région, etc., pour avoir un regard, le monde rural, le monde urbain, en fonction des différents types de pollution sur la France. On parlait du vin, donc dans les zones agricoles, viticoles, donc partout sur le territoire. Alors, il existe des cohortes, notamment une cohorte de femmes qui sont suivies depuis les années 90 de façon extrêmement précise sur tout le territoire. Alors bon, donc c'est extrêmement précieux. Alors c'est vrai, ce sont que des femmes là. Donc il y a un petit biais, par exemple, effectivement. Mais il existe d'autres cohortes, la cohorte Gazelle, par exemple, où là, il y a les hommes et les femmes. Donc, toutes ont vraiment de grandes spécificités, mais c'est prouver quelque chose d'un point de vue épidémiologique, comme l'a dit Mathias, il faut un suivi très très long. Et puis, il nous faut aussi des prélèvements. Il faut du sang, il faut, Mm. etc. Parce que vous l'avez vu maintenant, on va analyser dans le sang, chercher des pesticides, chercher des facteurs d'exposition. Et donc, et ça manque aussi, bien sûr, cruellement. Oui, donc ça, c'est des gros investissements, effectivement, qui doivent être décidés du point de vue presque étatique de faire ces corps. On avait une question sur, de plusieurs fois la même, sur quel est le premier symptôme à ne pas rater d'un cancer du pancréas. Question difficile. Bah, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question parce que malheureusement, quand il y a des symptômes, souvent, le patient a déjà une maladie qui est étendue. Et c'est pour cela que quand ils arrivent, nous, à notre consultation, la première fois où on fait le diagnostic, malheureusement, dans un cas sur deux, il y a déjà des métastases. Donc, ce qui est terrible dans ce cancer, c'est que ça évolue au début à bas bruit, quand ça reste encore petit, et il n'y a pas beaucoup de symptômes. Alors, si on peut parler quand même des symptômes les plus fréquents, bien, les plus fréquents, ça peut être une douleur qui s'installe et qui ne cède pas, hein, c'est-à-dire une douleur constante, jour, nuit, et qui augmente en intensité. Ça peut être l'apparition d'un diabète alors qu'on n'a pas de facteur de risque d'avoir un diabète. Donc un diabète qui n'est pas classique, qui n'est pas typique, comme je vous ai dit, ça peut être un facteur qui dit qu'il y a autre chose sous-jacent. Ça peut être également un ictère, c'est-à-dire une jaunisse, parce que le pancréas, il est à côté des voies biliaires qui transportent la bile du foie vers le tube digestif. Et si la tumeur, elle se développe juste à côté de la voie biliaire, ça peut appuyer dessus, la bile ne passe plus et on peut devenir jaune. Donc ça, c'est vraiment les symptômes. Et puis, bien sûr, la perte de poids, très importante, sans explication claire. Ça, c'est également. Alors, vous voyez, c'est des symptômes très généraux, hein. On est fatigué, on perd du poids, bon, éventuellement un diabète.
Mais le plus spécifique serait peut-être la douleur. Donc, une dernière question avant de passer à la deuxième partie. Quid des aliments ultra transformés, alors qui participent aussi probablement à l'obésité, etc. Est-ce que, voilà, cause, conséquence, Bah, Je, ouais, je peux peut-être répondre brièvement. Il y a de plus en plus de données sur les aliments ultra transformés. Pour vous donner un ordre d'idée, 80% de nos rayons de supermarché ont des aliments ultra transformés. 30% de nos apports caloriques à peu près sont faits d'aliments ultra transformés. Donc, c'est une exposition qui se fait dans toute la population. Donc, c'est une question qui est vraiment importante. On sait que les aliments ultra transformés augmentent le risque de cancer. Le lien avec les cancers du pancréas est toujours pareil et plus difficile spécifiquement à établir, mais je pense que c'est comme les autres facteurs de risque, il faut parler de manière plus générale. Les aliments ultra transformés augmentent le risque de cancer. Probablement aussi celui du cancer du pancréas, même si les données sont pas là pour l'affirmer. Mais je pense que c'est une bonne mesure de santé publique de dire qu'il faut limiter la consommation d'aliments ultra transformés. Il ne faut pas se les interdire, mais néanmoins en consommer le moins possible. C'est peut-être le meilleur message à apporter pour limiter les dégâts. Alors le cancer, certes, mais l'obésité, on en parlait, le diabète, les maladies neurodégénératives, les maladies cardiovasculaires. Je pense qu'il faut être plus large en se disant que probablement, si ça limite pas le risque d'une maladie, ça limite probablement le risque de plusieurs autres. ouais, bah écoutez, merci beaucoup et ça tombe bien parce que ça fait des questions et donc sur la formation de la tumeur et donc c'est une transition parfaite pour essayer de vous expliquer avec tous ces facteurs de risque donc c'est le docteur Cécile Lemaitre qui va vous essayer de vous expliquer qu'est-ce qui se passe vraiment dans votre pancréas, les premières étapes, euh, voilà, qui vont faire une pré-tumeur va se développer, puis après, chez certains patients, une tumeur. Alors, on voit ton écran, Cécile, je ne suis pas en plein Oui, écran. très bien. Vous Parfait. m'entendez bien? Donc bonjour Oui. à tous. Donc je suis le docteur Cécile Lemaitre. Donc je suis chercheur à l'INSERM, au Centre de recherche sur l'inflammation et à l'Université Paris-Cité. Et donc je vais vous parler de la cancérogenèse précoce et donc pour essayer de comprendre comment tout commence. Donc en fait, les lésions précoces, ce sont les tout premiers changements dans les cellules du pancréas et parfois, comme on l'a dit, plusieurs années avant un cancer visible. Donc en fait, ce ne sont pas encore des cancers et elles n'évolueront pas toutes vers un cancer. Et comprendre ces étapes, c'est comprendre où et quand on pourrait intervenir plus tôt. Alors, comment débute ce dérèglement cellulaire? Donc, on l'a dit, les cellules, elles suivent un mode d'emploi, c'est dans l'ADN. Et avec le temps ou des facteurs externes, il y a des erreurs qui s'accumulent. Ce sont des mutations. Donc, la plupart du temps, la cellule répare et parfois, elle ne répare pas et elle commence à se multiplier de façon incontrôlée. Et une des premières erreurs qu'on connaît dans ce cas, c'est agit sur un interrupteur de croissance nommé Caras. Et en fait, c'est comme un bouton on-off. Dans certains cas, il va s'allumer ou s'éteindre. Et dans certaines conditions, il va rester bloqué en position on. Et ça va forcer les cellules à se multiplier de façon incontrôlée. Et ça va être le départ de lésions précoces. Alors, quelles sont les cellules d'origine du cancer du pancréas? Donc, on a parlé des îlots-endocrines. Donc, à partir de ces cellules, il y a des tumeurs neuroendocrines qui peuvent se développer, qui sont rares et qui sont plutôt de meilleurs pronostics que l'adénocarcinome pancréatique. Donc, c'est ce dont on parle là, qui représente 90% des cancers du pancréas et donc qui provient des cellules exocrines. Donc, on l'a dit, les cellules exocrines, ce sont les cellules acineuses qui sécrètent les enzymes digestives. Et les cellules canalaires, ce sont les cellules qui transportent ces enzymes dans les canaux jusque dans l'intestin. Donc, ici, un petit schéma où on voit les cellules acineuses qui vont synthétiser ces enzymes et qui vont ensuite être transportées dans les canaux représentés ici en violet. Donc, ces cellules vont pouvoir être à l'origine du développement de l'adénocarcinome
et malheureusement qui est fréquent et qui a un mauvais pronostic. Donc, on s'intéresse à ces lésions précoces. En fait, il y en a deux grandes catégories. Il y a les lésions microscopiques qu'on appelle les PANIN. Donc, ça, c'est un acronyme anglais pour Pancreatic Intraepithelial Neoplasia. Elles sont invisibles à l'imagerie. Elles font moins de 5 mm de diamètre et elles sont observées uniquement au microscope, donc dans les biopsies ou après une opération chirurgicale. Et il y a les lésions, elles, qui sont visibles, donc les IPMN, ou en français l'acronyme TIPMP pour tumeur intracanalaire, papillaire et mucineuse du pancréas. Alors, ces lésions visibles, elles sont détectables, elles, par IRM ou écho-endoscopie, et elles font plus de 10 mm. Alors, on a au laboratoire, on étudie ces lésions précoces avec différents modèles, donc des modèles précliniques, des cellules en culture ou des organoïdes et des tissus de patients. Et on effectue des analyses cellulaires, moléculaires, bioinformatiques pour comprendre en fait l'initiation et la progression de ces lésions. Alors, les lésions microscopiques de type PANIN, elles peuvent se transformer à partir des cellules acineuses. Donc, les acinies, donc, qui sont représentées ici, schématiquement en vert. En fait, ces cellules, elles vont, sous l'effet d'une inflammation, donc ça peut être, comme on l'a dit, dans le cadre d'une pancréatite chronique ou de l'obésité, elles vont pouvoir se transformer et ça va donner ce qu'on appelle une métaplasie acinocanalaire. Elles vont se transformer en cellules de type canalaire et ceci peut être réversible. Mais quand il y a l'activation de Caras dont on a parlé, il y a une transformation qui n'est plus réversible et qui va donner le développement de ces lésions précancéreuses qu'on appelle PANI. Alors, on voit ici une coupe de tissu, donc c'est l'histologie du tissu pancréatique normal avec toutes ces cellules acineuses qui forment un tissu homogène. Et on voit bien ici à côté une transformation importante de l'architecture du tissu avec le développement de ces lésions, au départ qui forment comme des canaux, et ensuite des lésions ici de PANI. Ces PANI vont ensuite pouvoir progresser en cancer du pancréas avec donc une différente séquence, donc un développement morphologique progressif de ces panines vers le cancer. Et il a été montré qu'il y a différents facteurs qui sont impliqués dans cette progression. Et après Caras, il y a d'autres gènes qui ont été mis en évidence comme étant impliqués, comme CDKN2A, TP53 ou SMAD4, des facteurs qui sont impliqués dans le cancer du pancréas. Alors, en 2023, il y a une analyse de pancréas sain de donneurs cadavériques, c'est en mort cérébrale, qui a été effectuée pour analyser les panines dans ces pancréas. Et ce qui a été très étonnant, c'est qu'il a été montré qu'il y avait des panines dans le pancréas normal de sujets à différents âges, et même quand les sujets étaient très jeunes. On voit ici le diagramme avec les lésions ici en orange, et on voit des lésions qui sont déjà chez des sujets de 20 ans. Donc ça, c'est assez étonnant. Il y a déjà des panines dans un pancréas normal. Et donc, en fait, ce que la recherche vise à comprendre, c'est quels facteurs peuvent être présents au sein de ces panines et également autour des panines, ce qu'on appelle le micro-environnement, et quels facteurs peuvent freiner ou favoriser l'évolution vers le cancer. Alors, on avance en fait dans cette compréhension et cette caractérisation de ces lésions. Et avec les dernières technologies, on peut arriver à encore mieux comprendre cette progression. Alors là, je vous ai juste mis un exemple pour avoir une idée de ce que peut donner les nouvelles technologies pour comprendre. Donc, c'est une donnée très récente. C'est possible de cartographier en 3 dimensions ces lésions prénéoplasiques dans un tissu. Et avec une analyse qui est multi-omique, ça veut dire multi-échelle, on peut regarder au niveau génomique ou protéomique, c'est-à-dire au niveau des gènes ou des protéines, comment ces lésions sont formées et l'état moléculaire de ces lésions. Donc ça, c'est un pipeline d'intelligence artificielle avec de l'imagerie 3D.
Ça permet d'analyser ces lésions. Il a été montré que celles-ci, elles pouvaient avoir des mutations distinctes. Et grâce à ça, on arrive à une meilleure compréhension de ces lésions. Alors, ça, c'était les lésions microscopiques. Donc, on a aussi des lésions macroscopiques, c'est-à-dire celles qu'on peut voir à l'imagerie. Donc, ce sont les TIPMP, les tumeurs intracanalaires, papillaires et mucineuses du pancréas. Celles-ci, elles proviennent des cellules canalaires. Ce sont des lésions kystiques, c'est-à-dire qu'elles constituent une poche de liquide. Alors, elles peuvent se former soit à partir de canaux secondaires du pancréas, on voit ici, et ici, on voit la correspondance en imagerie, en IRM, soit à partir du canal principal, ici, soit les deux, à partir du canal principal et des canaux secondaires ici. Alors, ces lésions, elles sont fréquentes. On en trouve 10% de la population adulte après 60 ans et elles sont d'évolution variable. C'est très difficile de prédire comment elles vont évoluer et si elles vont donner un cancer. De ce fait, leur détection précoce et leur suivi constituent un enjeu de santé publique. Donc, on s'intéresse de ce fait à la progression de ces lésions de TIPMP. Et donc, c'est important de caractériser à quel état, ce que l'on appelle de dysplasie, de néoplasie, c'est-à-dire de quel état de transformation elles sont. Si elles sont de bas grade, c'est-à-dire pas encore beaucoup transformées, ou de haut grade, très transformées. Et donc, c'est important de connaître, de caractériser cet état. Et pour ce faire, on a des marqueurs spécifiques qui permettent de caractériser cet état pour pouvoir adapter aussi la surveillance ou l'intervention. On a aussi une meilleure connaissance de ces lésions à l'aide de caractérisation de sous-types. Alors en fait, il y a différents sous-types qui ont été identifiés, de type gastrique, donc celles-ci sont de plus bas grade, de type intestinal, de plus haut grade, ou pancréatobiliaire aussi de plus haut grade. Et la recherche a permis d'identifier des gènes importants, ce qu'on appelle des gènes drivers, qui vont être importants dans la progression de ces lésions d'un état de bas grade vers le haut grade, soit vers le haut grade gastrique ou pancréatobiliaire, soit vers le haut grade intestinal. Donc, on arrive à caractériser ces lésions et on essaye de comprendre quelle va être la destinée en fait de ces lésions et de comprendre les différences moléculaires qui sont accumulées ou qui vont être importantes dans cette progression. Donc, la recherche vise à mieux connaître ces lésions pour avoir des biomarqueurs pour une détection précoce et une anticipation du risque de progression pour une meilleure prise en charge des patients. Donc là aussi, je vous ai mis une avancée récente, c'est pour avancer dans la connaissance de ces lésions, on utilise des technologies plus avancées, c'est-à-dire on a des approches spatiales et multiomiques, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire de voir à différents niveaux les modifications génétiques et protéomiques, c'est-à-dire moléculaires au niveau de ces lésions. On peut arriver à localiser précisément les gènes dans la lésion de TIPMP, découvrir des zones à haut risque à l'intérieur d'un même kyste. Et quand on combine l'ARN, les protéines, les mutations, on arrive à avoir un profil moléculaire complet. Et ça a pour objectif de mieux prédire quels TIPMP vont évoluer en cancer. Donc, on peut aussi avoir des lésions microscopiques et macroscopiques en même temps. En fait, dans le cas, quand on opère une TIPMP, dans la très grande majorité des cas, on trouve aussi des lésions de Panine. Et la présence de ces lésions peut expliquer pourquoi un cancer du pancréas peut parfois apparaître à distance de la TIPMP et aussi pourquoi certains cancers peuvent survenir entre deux examens de surveillance malgré un suivi régulier. Alors, donc, les lésions précoces, elles constituent une opportunité de diagnostic précoce. Donc, c'est pour cela qu'il y a une surveillance ciblée. Et le but de la recherche, c'est de pouvoir améliorer la détection précoce et en particulier la détection des lésions microscopiques, des panines, pour pouvoir détecter un changement suspect très tôt
éviter les interventions inutiles et aussi avoir une prise en charge de plus en plus personnalisée. Les lésions précoces, elles constituent aussi une opportunité d'intervention précoce. Et donc, il y a une émergence de tests moléculaires. En fait, le but, c'est de pouvoir arriver à caractériser les modifications moléculaires avec des tests qui sont non invasifs, donc dans le sang, avec les biopsies liquides, ou dans le liquide des canaux pancréatiques ou dans le mucus, qui est une substance qui est produite par les TIPMP. Et donc, pour identifier les modifications moléculaires des lésions précoces, pour pouvoir prédire comment la lésion va évoluer et adapter la surveillance et le traitement. Et enfin, bien sûr, le but, c'est aussi de pouvoir développer de nouvelles molécules thérapeutiques et d'avoir des nouveaux traitements qui sont capables de ralentir ou de bloquer les facteurs clés qu'on identifie avec ces recherches. Et les inhibiteurs de Caras sont des éléments prometteurs dans ces traitements. Voilà, je vous remercie. Attention. Merci beaucoup, Cécile. On va faire la présentation, pareil, du docteur Corinne Bousquet au CRCT à Toulouse. Et puis après, on discutera tous ensemble. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez mon écran en plein C'est écran? Bon, parfait. parfait. Donc, bonjour à tous. Je suis Corinne Bousquet, donc je suis chercheure à Toulouse au Centre de recherche en cancérologie. Et donc, je m'intéresse au cancer du pancréas et plus spécifiquement à son micro-environnement ou aussi appelé stroma. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, comme on a vu avec Cécile, le pancréas est un organe principalement composé d'acini. Donc, on voit ici sur cette coupe de pancréas normal une coloration. On voit en rose des petites boules des acinis pancréatiques qui vont sécréter donc les enzymes digestives. Et on voit déjà au cours de la pancréatite, donc l'inflammation du pancréas, donc précoce puis tardive, on voit une modification de l'organe avec, comme vous voyez, le pancréas exocrine, les petits acinis rose foncé qui disparaissent ou qui diminuent en proportion au profit du développement d'un tissu qui est rose plus clair, qui est composé en fait principalement de stroma et de matrices extracellulaires, donc des fibres de matrices extracellulaires, par exemple comme le collagène ou l'acide hyaluronique. Et plus on évolue dans l'inflammation, et plus on observe ce stroma qui est abondant en quantité. Quand on regarde une coupe de cancer du pancréas, on visualise le même type d'image. Vous voyez en bleu les cellules cancéreuses et en rose ce dépôt de matrice extracellulaire qui peut représenter jusqu'à 80% du volume de la tumeur. Donc pendant longtemps, on ne s'est pas du tout intéressé à ce micro-environnement ou ce stroma. On ne s'est intéressé que à la biologie de la cellule cancéreuse, mais on s'est rendu compte ces 20 dernières années que ce stroma a un rôle important à jouer dans le développement de la tumeur et dans la difficulté de traiter ce type de tumeur. Parce qu'en fait, ce stroma est vraiment une caractéristique, l'abondance de ce stroma est vraiment une caractéristique de ce cancer du pancréas. Comme vous l'a expliqué Cécile juste avant, donc, au cours des étapes précoces de la cancérogénèse pancréatique, on a les acinis pancréatiques qui disparaissent avec la formation de canaux. Et au cours de ces étapes, qui sont notamment accompagnées de la mutation du gène KRAS, on voit au cours de ces étapes que ces cellules qui se modifient vont sécréter, vont produire des molécules qui vont modifier leur environnement.
Dans cet environnement, on a plusieurs types cellulaires, mais les plus importantes sont enfin, en quantité, ce sont les fibroblastes. Et ces fibroblastes, lorsqu'ils vont être modifiés par ces facteurs produits par le tissu qui se modifie, ils vont eux-mêmes produire cette matrice extracellulaire que je vous ai montrée dans la diapo précédente, qui est très abondante. Et ceci, on le voit dans ces colorations en bleu ou en rouge de la matrice extracellulaire. Vous voyez que dès les étapes précoces du développement de la maladie, on a l'accumulation de cette coloration bleue ici ou rouge qui constitue, qui reconnaît les fibres de la matrice extracellulaire. Alors, quelles sont les cellules qui produisent majoritairement cette matrice? Ce sont des cellules qui ont un rôle à jouer important dans la physiologie du pancréas. Ce sont des cellules étoilées pancréatiques, ou en anglais Pancreatic Stellate Cells, PSC. Ce sont des cellules qui, comme on le voit ici sur cette coloration, ce marquage, entourent les acinis pancréatiques et sont importantes dans la régulation de la libération des enzymes digestives. On voit ici qu'elles sont des petites gouttelettes. Et en fait, lorsqu'on a une inflammation du pancréas, par exemple occasionnée par l'alcool, on a une activation de ces cellules qui vont se modifier et qui vont produire de la matrice extracellulaire, notamment du collagène, comme on le voit ici sur ces marquages. Alors, en fait, c'est une réaction normale de l'organe, hein. L'organe, il va essayer de réparer les lésions produites par la blessure, par exemple par de l'alcool ou enfin, des blessures ou des mutations hein, qui se produisent dans les cellules de l'épithélium. Donc, on voit ici une cellule épithéliale qui est blessée en vert. Et en fait, elle va produire des facteurs qui vont faire que ces fibroblastes vont s'activer et eux-mêmes recruter des cellules de l'immunité qui vont faire en sorte d'essayer de réparer la blessure. Donc, les cellules de l'immunité vont éliminer les cellules blessées et les fibroblastes vont produire cette matrice qui va au départ être très importante pour régénérer l'épithélium, pour réparer la blessure. Donc, c'est un mécanisme normal de régénération de la blessure. Le problème, c'est quand cette inflammation elle est soutenue. Lorsque ces facteurs environnementaux qui induisent cette inflammation sont trop fréquents, trop soutenus, on va avoir une activation de nos cellules, de nos fibroblastes, de nos cellules de l'immunité, ici les macrophages, qui va être soutenue. Et on va avoir un cercle vicieux d'activation qui va se mettre en place et qui va empêcher le fait que cette réaction inflammatoire s'arrête. Et donc, on va avoir une production très importante de matrices extracellulaires. Et tout ceci fait en sorte que, à la fois dans l'inflammation et dans le cancer, on a ces facteurs qui vont produire un cercle vicieux d'activation qui ne va pas s'interrompre. Et donc, vous le voyez ici, on a pu, par des analyses très profonde au niveau de la cellule unique, déterminée dans un pancréas normal, dans un pancréas enflammé, donc avec une pancréatite ou dans des cas de cancer du pancréas, identifier et compter les cellules présentes dans l'organe. Et on voit bien que au fur et à mesure on passe d'un pancréas normal à une inflammation ou un cancer, en bleu, vous avez la proportion de ces fibroblastes qui produisent la matrice extracellulaire et dont le nombre est fortement augmenté dans le cancer. Tout ceci résulte par la formation de cette matrice extracellulaire qui peut être visible par imagerie, donc par échographie couplée à un module d'élastographie où on va mesurer la dureté du tissu. Et on voit ici une tumeur pancréatique sous échographie qui présente une dureté beaucoup plus importante qui est représentée par le bleu ici. Donc en fait, c'est un moyen d'imager les tumeurs et de faire un diagnostic différentiel des tumeurs, notamment de l'adénocarcinome pancréatique, où on a justement une augmentation très importante de cette matrice qui entraîne une dureté importante de l'organe.
Par contre, il s'agit encore d'un diagnostic qui est impossible de faire à des étapes trop précoces. Donc, qu'est-ce que ça va entraîner? Cette matrice extracellulaire va entourer les cellules de l'épithélium et les cellules tumorales et donc entraîner un blocage des vaisseaux. Les vaisseaux qui sont présents au sein de cette matrice vont être complètement comprimés. Donc, l'accès, la perfusion, donc le sang ne va pas bien arriver au niveau des cellules tumorales. Et de ce fait, les drogues qu'on va pouvoir injecter vont plus difficilement accéder aux cellules cibles, donc les cellules tumorales. On a également, de par la présence de cette matrice importante, un blocage de l'accès des cellules immunitaires. Donc, les cellules immunitaires qui vont essayer de nous protéger, essayer d'aller lutter contre ces cellules tumorales, elles vont plus difficilement accéder aux cellules tumorales du fait de la présence de ces fibroblastes et de cette matrice. Et également, cette matrice extracellulaire contient beaucoup de facteurs de croissance qui vont aider les cellules tumorales à proliférer, à se multiplier et aussi à disséminer, à former des métastases. Donc, il y a eu des études pour essayer, en plus de tuer les cellules tumorales par des chimiothérapies ou des radiothérapies, essayer de normaliser le stroma, le micro-environnement, pour essayer de rétablir la perfusion, donc l'accès des drogues. Et il y a eu une étude qui est allée jusqu'en phase 3, une étude clinique, donc, qui était très prometteuse, avec une enzyme dont le but était de dégrader la matrice extracellulaire, et notamment l'acide hyaluronique, qui est très abondant dans les tumeurs pancréatiques. Malheureusement, cette étude n'a pas pu être concluante pour aider les traitements, puisqu'il y avait des effets secondaires trop toxiques. Donc, l'idée de la recherche aujourd'hui, c'est de comprendre de manière plus fine comment cibler ce stroma et les fibroblastes qui produisent cette matrice extracellulaire. On a maintenant des approches de séquençage à l'échelle de la cellule unique, c'est-à-dire qu'on étudie l'expression des gènes au sein de chaque cellule de la tumeur pour essayer de comprendre quelles sont les cellules qui sont les plus agressives, donc les fibroblastes qui vont produire cette matrice extracellulaire, et comment pouvoir les cibler de manière spécifique, comment pouvoir les cibler ceux-là et pas les d'autres cellules qui ne seraient pas délétères. Et donc, je vous ai montré tout à l'heure qu'au fur et à mesure qu'on passe d'un pancréas normal à un cancer en passant par l'inflammation, on a de plus en plus de fibroblastes, oui, mais ces fibroblastes ont un caractère, une spécificité particulière. Il s'agit de fibroblastes qu'on appelle des myofibroblastes qui produisent la matrice extracellulaire et qui ne sont pas présents dans un pancréas normal. Et donc, maintenant, l'idée, c'est de pouvoir cibler spécifiquement ces myofibroblastes. Il y a déjà des hypothèses qui sont en étude dans des essais cliniques. L'une d'elles est le ciblage d'une protéine FAK, pour Focal Adhesion Kinase, par exemple, qui est une protéine dont l'activité est augmentée dans ces fibroblastes, dans ces myofibroblastes. Et le fait de cibler cette protéine permet de diminuer la production de la matrice extracellulaire, et en conséquence, ce qui a été montré dans des modèles précliniques, qu'on diminue la matrice extracellulaire, on favorise l'accès des médicaments et notamment l'activité des médicaments, mais aussi on favorise l'accès des cellules immunitaires aux cellules tumorales et une meilleure réponse aux immunothérapies qui ne fonctionnent pas pour l'instant dans le cas des cancers du pancréas. Donc, vous l'aurez compris, dans l'équipe dont je vous ai montré la photo ici à Toulouse, on essaie de comprendre quels sont les dialogues qui sont délétères entre la cellule cancéreuse et son micro-environnement pour essayer de mieux les cibler et non pas cibler uniquement la cellule cancéreuse, mais cibler aussi le micro-environnement. Mais également, nous, on ne travaille pas sur le diagnostic précoce dans notre cas, mais on sait que ce micro-environnement va produire des facteurs qui pourraient être relargués dans le sang et pourraient correspondre à des biomarqueurs qui seraient intéressants
de pouvoir identifier pour pouvoir diagnostiquer plus tôt le cancer du pancréas. Je vous remercie et je suis prête à répondre aux questions. Alors, merci beaucoup, Corinne, et merci à Cécile. Peut-être Au une revoir. première question. Donc, on a bien vu cette séquence où on part d'une cellule normale qui devient précancéreuse de bas grade, puis précancéreuse de haut grade et un cancer. Est-ce que ça peut revenir en arrière? Alors, je peux répondre si tu veux, Cécile. Alors, on a vu effectivement avec des modèles précliniques que lorsque la protéine Kiras dont Cécile vous parlait était activée, donc on a toutes ces modifications à la fois de l'épithélium et du micro-environnement. Mais lorsque on éteint cette molécule Kiras, donc grâce à des modèles génétiques qui ont été développés, on peut effectivement revenir en arrière. Par contre, si on attend trop longtemps, il y a d'autres modifications génétiques après la mutation Kiras qui se mettent en place, et là, ça sera trop tard. Donc, dans les étapes précoces, oui, on peut revenir en arrière, mais c'est vraiment dans les étapes les plus précoces. Et le problème, c'est que pour l'instant, on ne sait pas diagnostiquer à ce stade-là. D'accord. Alors justement, donc là, il y avait une question sur ces nouvelles molécules qui ciblent KIRAS, qui pour l'instant, effectivement, les premières ciblaient que certaines formes de KIRAS qui sont très fréquentes, une forme de mutation qui sont fréquentes dans les cancers du poumon, mais moins dans les cancers du pancréas, et qui maintenant, les deuxièmes générations de molécules, dont celle, je ne cite pas de nom, mais celle qui a été posée en question dans le chat, fait partie, qui cibleront de façon un peu plus large KIRAS et donc possiblement aussi les types de mutations qu'on trouve dans le pancréas. Et donc, est-ce qu'il y aurait un intérêt? Qu'est-ce que ça donne sur ces lésions prénéoplasiques? Là, on est en train de les tester en clinique dans les modèles de cancer, mais est-ce que sur des modèles de prénéoplasie, qu'est-ce que ça donne quand on inhibe KIRAS? Alors, on n'a pas utilisé ces inhibiteurs sur nos modèles, sur les modèles précliniques. On utilise des modèles génétiques. Après, on pourrait les utiliser pour voir si ça pourrait réverser. Ça revient à la question précédente, qui est ça agirait au moment où Caras est peut-être le seul driver qui a modifié la cellule. Mais si après on est dans une cellule qui est trop transformée avec d'autres modifications, il se peut qu'on ne puisse pas assez remodifier la cellule pour réverser. Après, ça peut quand même diminuer la progression des lésions. Une question difficile. Est-ce que tu sais quel est le pourcentage de cancer qui est dérivé de ces lésions toutes petites, les panines, versus ceux qui sont dérivés des lésions un peu plus grosses, TIPMP? En fait, c'est la proportion issues de panine, on l'estime à plus de 85%, hein, par rapport aux lésions visibles. Donc, c'est quand même la grande majorité de l'origine du cancer du pancréas. Et Vinciane, je ne sais pas si tu es toujours connecté, est-ce que tu veux dire un mot sur donc, ces lésions TIPMP qu'on détecte maintenant beaucoup? Est-ce qu'on connaît un peu leur évolution à long terme? Alors, je ne sais pas si Vinciane est encore là. Ah, bon. Peut-être si elle revient, on lui reposera la question. Alors, est-ce que vous l'avez peut-être un peu parlé, mais est-ce que finalement ces modifications précoces, est-ce que ça se détecte dans le sang? Ou- Alors, dans les modèles précliniques, il y avait eu des études qui avaient montré des modifications dans le sang de métabolites particuliers. Euh, il s'avère que ce n'est pas utilisé pour l'instant pour le diagnostic précoce. Donc, le problème de diagnostiquer précocement
des patients. Il faut avoir des tests extrêmement sensibles et aussi très, très spécifiques. On ne peut pas annoncer à quelqu'un qui risque, qu'il a un cancer enfin, qu'il est en début de développement d'un cancer du pancréas si on, enfin, faut pas se tromper, quoi. Donc, il faut vraiment avoir des tests très spécifiques et c'est ça qui est compliqué. Donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé malheureusement de marqueurs sanguins qui permettraient de diagnostiquer à ces étapes précoces, hein. C'est pour ça qu'on continue à chercher pour en trouver justement et pouvoir diagnostiquer plus tôt parce que c'est là où on a un potentiel d'action thérapeutique qui est beaucoup plus grand, notamment par l'utilisation nouveaux inhibiteurs de KIRAS. Parce que par rapport aux inhibiteurs de KIRAS, ce qu'on n'a pas dit, c'est que alors, quand on traite des patients à des étapes plus avancées, donc il y a des résultats hein, qui sont intéressants. Le problème, c'est que les cellules tumorales, elles vont s'adapter. Les cellules, plus elles acquièrent de mutations, plus elles vont être plastiques, c'est-à-dire qu'elles vont être capables de s'adapter lorsqu'on leur- on essaie de les tuer. Et donc, elles vont développer des mécanismes alternatifs autres pour pouvoir survivre. Donc, on sait que ces inhibiteurs de KIRAS sont prometteurs. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est qu'à long terme, ils peuvent induire des résistances et on est en train de travailler sur comment on peut empêcher l'évolution de cette résistance. Et pour cela, faudra combiner des médicaments. Alors, une autre question difficile pour toutes les deux. Est-ce que les différents facteurs de risque, est-ce qu'ils sont importants, est-ce qu'ils sont aussi importants pour le microenvironnement et pour les cellules prétumorales au stade de dysplasie de Bagrad, donc au tout début, ou au stade, ou est-ce que après ils sont moins importants parce que ça y est, le coup est parti et puis on peut plus les arrêter? Je peux peut-être commencer. Alors, par exemple, si on prend le facteur de risque de l'obésité, sur des modèles précliniques, ça a été montré que si on donne un régime riche en gras à des souris, elles peuvent développer des lésions plus rapidement et de plus haut grade. Donc, clairement, dans une phase précoce, on va dire, de justement de progression de ces lésions prénéoplasiques, ça a clairement un effet. Également pour l'inflammation, si en présence de mutations KRAS, les cellules qui acquièrent cette mutation vont être éliminées. Par contre, si autour il y a une inflammation, on va avoir ces cellules qui seront moins bien éliminées et un risque plus grand d'accumuler, enfin de garder cette mutation KRAS. Et quand ces cellules ont la mutation KRAS, elles vont être plus prolifératives, elles vont se multiplier. Et ça, c'est un risque pour acquérir de nouvelles altérations, de nouvelles mutations et qui vont faire qu'on va arriver à un point de non-retour. Donc la cellule va partir vers en cancérogénèse et on aura beaucoup plus de mal pour l'éliminer. Donc l'inflammation associée à la mutation de KRAS, tout comme l'obésité, enfin tout ce qui va pouvoir induire une inflammation va faire que on va accélérer la cancérogénèse. Alors donc tu disais qu'aujourd'hui on n'avait pas les techniques assez sensibles pour, c'est vrai, par exemple, détecter par exemple l'ADN muté. On le fait maintenant dans les cancers du poumon, mais quand déjà les lésions sont grosses. Et là, il y a une question sur est-ce que si on ne cherche pas l'ADN des cellules tumorales, mais qu'on cherche des composants de la matrice extracellulaire qui circuleraient, est-ce que ça c'est une piste? Des Alors, composants anormaux? mm, pour l'instant, il n'y a pas de... Oui, ça peut être... Alors, les protéines de la matrice, ce pas des protéines solubles, hein, donc, par contre, oui, effectivement, il peut avoir des dérivés protéiques de cette matrice qui pourraient être circulants, mais pour l'instant, donc, c'est en cours de recherche et pour l'instant, on n'en connaît pas. Il y avait quand même eu
étude en lien avec le diabète de type 3 et où il y avait une protéine, la thrombophosphonine de type 1 qui était circulante, mais ça n'a pas abouti à des tests suffisamment sensibles et spécifiques pour diagnostiquer tôt. Mais effectivement, cette modification du micro-environnement peut entraîner des modifications de protéines circulantes. Et donc, ça fait partie des recherches actuelles pour diagnostiquer plus tôt. Et c'est vrai que pour répondre à la question du fait qu'on avait trouvé de façon quand même très, très étonnante sur ces donneurs cadavériques des patients très très jeunes, hein. Alors aux Oui. États-Unis, donc on sait qu'aux États-Unis, il y a ces facteurs de risque dont on Mm. a parlé, l'obésité, la malbouffe entre guillemets, tout ça sont beaucoup plus présents, mais avec des lésions prénéoplasiques dès l'âge de 20 ans, de 30 ans, pas chez tout le monde, mais et c'est vrai il y a eu une étude assez jolie faite alors en Corée, hein, donc pareil, d'autres facteurs de risque, d'autres populations, mais où ils avaient suivi de façon longitudinale une très très large cohorte de patients. Et entre les patients qui étaient euh, non obèses, restés non obèses pendant une période de presque 5 ou 10 ans, avaient, on va dire, le risque de référence. Et puis des patients qui étaient obèses, qui l'étaient restés obèses, eux, avaient un facteur de risque important de cancer du pancréas. Ceux qui étaient devenus obèses, ben, augmentaient leur facteur de risque, le risque de cancer du pancréas. Et ceux qui étaient obèses, qui avaient maigri, n'avaient pas tout à fait récupéré le même facteur de risque que ceux qui étaient non obèses et qui étaient restés non obèses. Donc c'est vrai que on se demande si une fois que la lésion elle est là, elle se développe à une vitesse dont on ne sait pas la prédire, mais est-ce qu'elle peut vraiment revenir en arrière? C'est vraiment Mm. une question importante et pour laquelle on n'a, je crois, pas de réponse aujourd'hui. Bah, avec les modèles précliniques, ce qui avait été montré, c'est que où on pouvait induire on-off KIRAS, si on attend trop longtemps après que les lésions se développent après avoir activé KIRAS, c'est compliqué de revenir en arrière. Donc il y a une fenêtre où effectivement on peut revenir en arrière, mais à partir du moment où l'oncogénèse s'est emballée, entre guillemets, c'est plus compliqué. Mm. Ok. Alors, une dernière question. Est-ce qu'on peut développer un modèle expérimental en 3 dimensions qui soit capable de voir la résistance aux différents traitements? Alors oui, il y a il y a des modèles actuellement, parce qu'en fait, on essaie d'utiliser quand même de moins en moins les animaux dans la recherche, même si les études liées à l'immunité, c'est quand même compliqué de reproduire l'immunité dans un modèle expérimental. Mais oui, il y a des modèles où on est capable de mettre en culture ensemble des cellules tumorales qui viennent de tumeurs de patients sous forme d'organoïdes en 3D et on rajoute des fibroblastes, donc des CAF, et on est capable de mimer effectivement la production de matrices hein, et la diminution des effets des drogues sur les cellules tumorales parce qu'il y a ces fibroblastes. Donc, on étudie comment on peut moduler la biologie de ces fibroblastes pour permettre de récupérer l'action cytotoxique des médicaments qui ciblent la cellule tumorale. Donc, l'idée, c'est de combiner des molécules qui vont cibler le micro-environnement, les fibroblastes, avec des molécules qui vont cibler la cellule tumorale pour avoir un impact plus fort euh, et pour, voilà, réduire la tumeur. Parfait. Merci beaucoup. Eh ben, il est 14 heures, donc on est pile à l'heure. Écoutez, je voulais remercier tous les intervenants d'avoir pris du temps pour faire ce webinaire. J'espère qu'il vous aura plu. Il sera bientôt en ligne. On vous a mis dans le chat le lien pour le site web du réseau FRAP, hein, donc, qui est un réseau d'équipe INSERM de chercheurs fondamentaux et translationnels qui travaillent sur le cancer du pancréas. Et donc, il sera
pourrez le revoir si vous avez très envie sur le site qui est là, le frappe-network.org. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. On fera, voilà, je vous ai dit, on essaiera d'en faire avec un rythme de deux ou de trois par an sur des sujets qu'on va essayer d'identifier avec vous, les qui vous paraissent les plus pertinents, les questions que vous avez, et d'essayer d'y répondre avec les chercheurs du réseau. Donc, merci à toutes et à tous, et puis merci énormément aux orateurs de leur temps, et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, merci, au revoir.